Bonsoir et bienvenue à Parole à l'élu, édition du 19 novembre 2013. J'ai la chance ce soir d'entretenir avec M. Alexandre Iraca, député à l'Assemblée nationale pour le comté de Papineau. Bonsoir. Oui, bonsoir. Premièrement, on va commencer ça en force. Ça a beaucoup bougé cette semaine au niveau de votre parti. La sortie de votre collègue, Mme Ouda Pépin, qui revenait sur les propos d'un autre collègue. Votre chef a fait une conférence de presse. Dans le fond, démêlez-moi un peu le tout. C'est rare que ça arrive des choses comme ça au Parti libéral parce qu'on a quand même une unité, une historique d'unité assez importante. Mais bon, c'est arrivé. Mme Fatima Ouda Pépin a fait une sortie. En fait, c'était plus en lien avec Marc Tanguay qui avait fait, lui, auparavant, une sortie sur le fameux chadar. Chadar. Ça, c'est le voile au complet, de la tête aux pieds. Oui, c'est le voile, la tête aux pieds, mais on voit le visage, le visage à découvert. Fatima a étudié longtemps, elle vient du Maroc, c'est une musulmane, a étudié longtemps toute l'histoire par rapport à l'intégrisme, aux extrémistes et ces choses-là. Nous, au Parti libéral, on a toujours tenu la ligne de dire, par rapport à la Charte, que nous, c'est important, l'égalité entre les hommes et les femmes. Le visage doit être dévoilé pour deux raisons, sécurité, identité. Et pour le reste, bien, on considère que c'est les droits de la liberté de la personne qui est le plus important et on ne veut pas s'immiscer dans l'habillement. Ceci étant dit, lorsque Marc Tanguay a fait cette déclaration, a parlé du chadar où il était, lui, à l'aise de travailler avec quelqu'un qui porte le chadar, c'est que c'est un faux problème dans le sens où ça n'arrivera pas. On ne se réveille pas un matin en disant « bien, je vais mettre un chadar, puis je vais me faire élire à l'Assemblée nationale, puis je vais aller siéger avec les autres personnes ». Ça n'existe pas dans la réalité. Et le chef a confirmé en conférence de presse la semaine passée qu'il ne signerait pas un bulletin de candidature d'une personne qui porte le chadar, même si elle a le visage dévoilé. Pourquoi? Parce que dans les habitudes de vie de ces gens-là, eux, ils prônent l'isolement social, le fait de ne pas s'ingérer dans les activités sociales, ce qui est à l'encontre même de la politique. Alors, lorsqu'on fait de la politique, on doit se présenter dans différentes activités, faire des discours, aller à des studios de télévision. Alors, ça ne rentre pas dans le principe du tchadar, contrairement aux autres parts de signes, de vêtements. Croix dans le cou, une kippa, une voile, un foulard, mais à visage découvert. Ce signe-là du tchadar, qui est de la tête aux pieds, là, fait en sorte que les gens qui pratiquent ça pratiquent également le fait de ne pas s'immiscer dans la vie sociale. Donc, c'est purement hypothétique, ça n'arrivera pas, ça n'a jamais arrivé au Québec, ça n'arrivera pas. Puis en plus, si jamais ça pourrait arriver, bien, notre chef a mentionné qu'il ne signerait pas le bulletin de candidature. Alors, pour le reste, on se dit les gens sont assez sains d'esprit pour faire leur choix, pour élire les gens qu'ils veulent. Justement, c'était volte-face, par contre, de votre chef. Il y a eu la déclaration de M. Tanguay, après ça, la sortie de Mme Ouda Pépin. Oui. Et là, votre chef a complètement tourné. Lorsqu'on l'a posé la question à Marc Tanguay, le journaliste a posé la question à Marc Tanguay, est-ce que la réponse aurait pu être de dire, écoutez, le tchadar, on n'a pas parlé encore en caucus. Là, vous me parlez de quelque chose qui est de la tête aux pieds. Je vais aller voir mes collègues, on va s'en parler, puis je vais vous revenir. La réponse, peut-être idéale, ça aurait été celle-là. Parce que, évidemment, nous, notre prémisse de base, c'est de dire qu'il faut que ça soit à visage découvert. Mais là, bon, peut-être qu'on n'a pas pensé à tous les tenants et aboutissants de cette question-là, mais je vous dirais, dans la globalité, notre position, c'est de dire il faut absolument que la personne ait le visage découvert. Pour le reste, qu'un médecin soigne des enfants avec une kippa, une croix dans le cou, nous, ça ne nous dérange pas. Vous avez mentionné justement, vous étiez présent à la conférence de presse de votre chef qui a expliqué, dans le fond, remis les pendules à l'heure. L'ambiance au sein du parti, comment? Vous aviez quand même une certaine unité, mais là, on s'entend qu'elle a été passée au couperet, là. Bien là, on a une réunion cette semaine, on a des caucus cette semaine, on va avoir l'occasion de se parler entre nous. C'est une sortie de Fatima. Fatima, la chose, c'est qu'elle aurait dû, idéalement, en parler au caucus, pouvoir travailler en équipe. La sortie du chef, c'est de dire à Fatima, tu as beaucoup d'expérience, on a besoin de toi, reviens-nous au caucus, qu'on puisse discuter ensemble de cette question-là. Question très importante.
La différence entre la charte et ce qu'on désire nous faire, notre chef a mis l'ex-bâtonnier du Québec à la présidence d'un comité pour déposer un projet de loi. Je viendrai vous en reparler. En théorie, qu'on veut déposer en décembre. Okay. C'est un projet de loi contre l'intégrisme et l'extrémisme. La charte ne touche pas ni de loin ni de près à cette question-là. Elle touche à l'habillement. Nous, on dit l'habillement, c'est un faux problème. L'habillement, là, on ne veut pas s'ingérer dans l'habillement des gens. On ne veut pas que l'État s'ingère dans l'habillement des gens jusqu'à un certain point pour le visage découvert, le tchadar. Mais la croix dans le cou, on ne veut pas s'ingérer là. Ce qu'il faut combattre, bien, la charte ne combat pas ça, c'est l'intégrisme, c'est l'extrémisme. C'est les gens qui, pour des questions de religion, font des gestes extrêmes. Je vais vous donner un exemple où notre projet de loi pourrait s'appliquer. Et lorsqu'on va le déposer, bien, ça va être pour des choses concrètes comme ça. La famille Chafia en Ontario, est-ce qu'on pourrait donner plus de pouvoir à la protection de la jeunesse pour des cas où des gens qui pratiquent de la religion de manière extrémiste pour qu'il y ait un suivi de beaucoup plus près? La famille Chafia est arrivé à un drame épouvantable en Ontario à cause de la religion, à cause de l'extrémisme, à cause de positions très fermes face à une religion. Alors, ce qui a fait en sorte qu'il y a eu des décès dans la famille, c'est des choses épouvantables comme ça. C'est là-dessus qu'il faut s'attaquer. C'est là-dessus que Fatima veut s'attaquer. Et c'est là-dessus qu'on veut s'attaquer. Il faut simplement se parler. Alors, on aura l'occasion de le faire en caucus. Justement, vous dites, vous devez vous parler. Est-ce que vous avez eu la chance de parler à votre collègue? Parce que M. Couillard a clairement indiqué que c'est elle qui doit rentrer au bercail. Bien, il y a eu plusieurs, je pense, tentatives entre le chef et Fatima Ouda-Pépin. Il y en a sûrement eu ce week-end, cette dernière fin de semaine. Je suis certain, moi, qu'elle va revenir avec nous. Je le pense fortement. J'espère qu'elle va faire ce choix-là. On a besoin d'elle. C'est une femme d'expérience et on veut la garder au sein du caucus libéral. Maintenant, ce sera sa décision, par contre. Nous, si on transporte ce problème-là, toute cette polémique-là, pour le comté de Papineau, en quoi tout ça peut nous toucher? C'est pour ça que j'ai eu l'occasion de vous le dire à la dernière émission. À Papineau, en Abitibi, en Gaspésie, sur la Côte-Nord, Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, on va être honnête, là, il n'y en a pas de problème par rapport à des gens qui portent des tchadars ou des voiles. Il n'y en a pas ici dans le comté de Papineau. On a demandé même au ministre responsable de ce dossier-là, du Parti québécois, de nous nommer un exemple, juste un exemple où c'est arrivé, qui s'est adressé au gouvernement du Québec puis au service public. Puis ça a mal été à cause que quelqu'un portait une croix dans le cou. On lui a demandé, pouvez-vous nous donner un exemple où ça a mal été pour vous? On attend toujours la réponse. Écoutez, là, on va être honnête, on peut s'inventer des problèmes, pendant que l'économie va mal au Québec, contrairement aux autres provinces du Canada, pendant que c'est perdu 45 000 emplois, nous, au Québec, on s'amuse à parler de la charte. Je comprends que dans la charte, il y a des éléments qui sont vrais et importants, puis il faut en discuter. Mais là, ça a pris une telle ampleur qu'on ne parle que de ça, alors qu'on devrait parler de d'autres choses. On change totalement de registre. Oui. Terrain synthétique, Arminas-Gamelin. La dernière fois que vous êtes venu nous voir, vous attendiez une réponse sous peu. Une nouvelle est sortie dans les journaux affirmant qu'on essaierait une certaine forme de favoritisme de la part du PQ. J'ai fait sortir le tableau la semaine dernière par ma recherchiste à Québec. Et effectivement, c'est pas de l'invention. Tous les dossiers d'infrastructure qui ont été donnés dans les 2 dernières semaines, je vous avais dit que les lettres s'en venaient, il y en a qui les ont reçues. Ceux qui les ont reçus sont tous des comtés bleus du Parti québécois. Malheureusement, on retourne à la gouvernance des années 30, là, quand on commence à faire des choses comme ça. J'ose croire que c'est un hasard puis que la situation va se rectifier parce qu'il y a d'autres projets à venir. Dans Verchères, il y en a eu 2 infrastructures qui ont été données. Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y en a eu quelques-uns aussi dans le tableau que j'ai. Moi, c'est certain que je vais interpeller la ministre cette semaine là-dessus. Si c'est ça, il y a quelque chose d'inconcevable là-dedans. C'est de la politique des années 30 et il ne faut pas tomber là-dedans. Moi, je ne peux pas croire qu'à Buckingham, on a ramassé 1 million, qu'on n'aura pas un oui dans ce projet-là. Je trouve que ça serait invraisemblable. Du côté du gouvernement, on parle plutôt de rattrapage du temps de M. Charest.
Dans le temps de M. Charest, je peux vous garantir que les comtés, les programmes d'infrastructure étaient donnés non seulement à la couleur, non par rapport à la couleur du comté, excusez-moi, mais par rapport aux besoins. Je vais vous donner un exemple, le Colisée de Québec. C'était tous ou en majorité des gens de la CAQ. Et le Colisée à Québec a reçu une somme importante pour l'investissement, pour la construction. Parlez-en à Régis Labombe, il va vous le dire. Il y a eu d'autres exemples comme ça dans la province où on a donné, peu importe la couleur du comté. Donc, vous allez relancer la ministre. Est-ce que vous vous êtes donné un échéancier, dans le fond? Bien là, moi, cette semaine, cette semaine, je vais interpeller la ministre là-dessus. Elle a dit qu'il y avait 84 projets qui étaient pour avoir un go et qu'il y en a eu une vingtaine d'annoncés. Là, on attend, mais je vais interpeller la ministre là-dessus, effectivement, cette semaine. Vous reviendrez nous voir. Absolument. Je vais m'adresser aux députés, mais également à l'ancien président des commissions scolaires concernant justement le projet de loi technique qui a été déposé pour obliger les commissions scolaires à rembourser, si je ne me trompe pas, 100 millions de taxes aux propriétaires. Je vais entendre les deux côtés dessus, le côté à l'Assemblée et le côté ancien président. OK. Bien, ça, je vais vous parler, je pense que je peux mettre les deux ensemble. Quelle improvisation incroyable. On a dit aux commissions scolaires, on vous coupe 250 millions et vous pouvez taxer les citoyens. Allez-y, on vous donne la permission. Les commissions scolaires, bien, on se fait couper de 250 millions. Le gouvernement nous dit, OK, on peut taxer nos citoyens. C'est ce qu'ils ont fait pour aller récupérer de l'argent et ça n'a pas donné un service de plus aux élèves. C'est ce qui est extrêmement déplorable. Une fois que ça a été fait et qu'il y a eu un tollé dans la population où les gens se sont dit ça n'a pas de bon sens, mais les taxes ont augmenté à l'Ange gardien de 52 %. Et là, le gouvernement vient dire, bien là, les méchantes commissions scolaires, alors ils se sont donné le beau jeu et ils ont donné à un autre organisme parapublic de faire ce qu'ils n'ont pas le courage de faire. Alors, eux, ils disent, bien, on va rembourser, on va dire aux commissions scolaires qu'ils remboursent les citoyens sur un échéancier de je ne sais pas combien de temps, je ne vais pas examiner le temps exactement, c'est peut-être sur 2 ou 3 ans ou 4 ans. Vous allez les rembourser, mais comment ça va se faire, ça? Bien, il va y avoir probablement des gels de taxes. Les gens ne recevront pas aucun montant, là. Ils vont geler tout simplement jusqu'à ce que ça revienne à une augmentation selon le coût usuel. Alors, c'est hypocrite comme geste parce que ce que ça dit, c'est qu'ils ont donné le feu vert aux commissions scolaires de taxer davantage et maintenant, ils leur disent, vous allez rembourser, mais pas de manière en disant, bien, le gouvernement nous a donné la permission, voici votre chèque. Ils n'enverront pas des chèques, ils vont geler les taxes scolaires. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est un peu berner les citoyens. Qu'est-ce que votre parti va faire? Est-ce que vous avez discuté d'une stratégie pour essayer de contrer ce projet de loi technique-là? Bien là, d'un, il faut reprendre le pouvoir absolument le plus vite possible. On ne sait pas, cette clé-là ne nous appartient pas. Une fois qu'on aura pris le pouvoir, évidemment, nous, on va s'engager à faire en sorte d'arrêter de manipuler les commissions scolaires et les citoyens. Je pense qu'il y a plusieurs autres choses qu'on peut faire. Je vous en avais déjà parlé. Je pense qu'il y a une question de fusion de commissions scolaires qui peut être faite, de rassembler certains services dans les commissions scolaires pour économiser des coûts, mais pas refiler la taxe aux citoyens. Le plus facile, là, quand on veut résorber un problème, là, la solution la plus facile, c'est de taxer et d'ajouter des impôts. Ça, c'est ce que le Parti québécois fait. C'est dans leur, je vous dirais, ADN. Alors, eux, puis c'est correct, je respecte ça. Eux, c'est important d'avoir un État assez massif pour s'occuper des gens. Et nous, ce qu'on dit, un instant, là, il faut restreindre un petit peu l'État. Il ne faut pas non plus faire un gros éléphant avec ça. Puis c'est de l'argent de nos taxes. Quand on crée des emplois à même l'État, c'est des emplois, mais c'est l'argent des taxes. Il faut faire attention. Alors, je pense qu'il faut être raisonnable. Il y a des choses qu'on peut faire pour faire en sorte que les commissions scolaires vont être efficaces, mais à moindre coût. En dernier lieu, quelque chose de beaucoup plus léger, qu'est-ce qui s'en vient pour le comté? Alors, ce qui s'en vient pour le comté, encore, moi, ce que je veux faire, c'est de travailler au niveau de l'économie, faire en sorte qu'on puisse travailler avec les gens d'ici. J'ai fait une sortie il y a quelques semaines sur les vins du Québec. Et quelques temps après, il a été reconnu qu'un de nos vignobles, ici dans la petite nation, est le meilleur vin au Canada. On a 5 vignobles, les gens ne le savent pas, ça crée des emplois.
Alors, il faut favoriser l'achat local. Il faut faire en sorte que, oui, ce serait fantastique qu'une grosse compagnie multinationale s'installe dans Papineau pour créer 200 à 350 jobs, mais on a ici des petites PME qui fonctionnent. Il faut les encourager. Ces gens-là créent des emplois, 5-6 emplois par petite PME. On peut faire en sorte que les gens demeurent dans la petite nation, dans Buckingham, Masson-Angers. Donc, on peut faire en sorte que nos petites PME demeurent ici, on les encourage et on fait l'achat local. Parfait, M. Racah. Je vous remercie beaucoup d'avoir été des nôtres ce soir. Ça me fait plaisir. Je vous invite à rester sur nos ondes. Parole à l'élu sera de retour la semaine prochaine.